donc à la modération. Rehia, je vais laisser la parole à nos intervenants. Alors, bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont présents, à ceux qui nous regardent sur les réseaux. Et bonjour à nos invités. Donc, plus éloigné de moi jusqu'à moi, nous avons Valérie Gobret. Bonjour. Ensuite, Larry Thomas et Titawa Porcher. Aujourd'hui, nous allons parler de l'écriture théâtrale. Donc, pour commencer, je vais vous laisser vous présenter individuellement. Et donc, petite présentation individuelle et une petite présentation de quelques œuvres que vous avez écrites. Honneur aux dames. Non, il faut... Bonjour, je me présente, Valérie Gobret, je suis enseignante dans un lycée, au lycée Paul Gauguin, voilà, pour ne pas citer. Et donc j'écris également du théâtre, enfin j'ai écrit et j'espère en écrire d'autres, ouais. Voilà, pour me présenter simplement. Un nom de pièce peut-être? Oui. Alors, en fait, j'écris plutôt en tahitien. Et donc, en 2000, j'ai publié et produit Matari'i en tahitien et que j'ai publié par la suite à compte d'auteur en 2008 en bilingue, en version bilingue. Ensuite, je remercie Christian Robert qui m'a demandé si j'avais une autre pièce de théâtre dans un de mes tiroirs. Et donc, cette pièce a fait partie d'une anthologie du théâtre océanien à laquelle j'ai participé. Voilà. Thank you very much, and Bulavinaka to all of you. My name is Larry Thomas from Fiji, and yes, I've written quite a number of plays, and I've been writing for the last 40 years. And I think the most well-known of my plays is called Outcasts. Yorana, moi je suis Titawa Porcher, je suis enseignante-chercheuse à l'université et j'ai écrit donc une première pièce de théâtre qui s'appelle Hinamaui et compagnie. Et là, je suis là pour la deuxième pièce de théâtre qui s'appelle Omae Omae. Okay. Merci. Alors, ma première question, ça va être quel théâtre, quel genre de théâtre ou quelle expression théâtrale vous a nourri pour écrire vos pièces? Enfin, qui veut commencer? Alors, pour ma part, j'ai beaucoup été inspirée par les pièces de théâtre produites par Henri Hiro, parce que j'étais au lycée Samuel Raputo lorsque j'étais élève. Et donc, il m'a beaucoup inspirée par sa manière de produire les pièces de théâtre en intégrant dans les répliques et dans les mises en scène des chants traditionnels ainsi que de longs monologues. Et bon, moi j'étais adepte du texte, donc c'est vrai que le théâtre à la base c'est du texte et la mémorisation du texte parfois peut être laborieuse, et par le fait qu'il y ait d'autres moyens mnémotechniques, d'autres manières de présenter un texte. Alors c'est ce qui m'a beaucoup inspirée. Ensuite, John Mayray, qui est un des incontournables du théâtre polynésien, a été un des grands dramaturges polynésiens qui a inspiré beaucoup d'entre nous. Je pense aussi que Titawa également a été inspiré. Donc il y a des incontournables ici en Polynésie. Et dans le théâtre que nous étudions au lycée, c'est des textes de Molière pour la comédie ou
ou des tragédies de Racine ont été également nos grandes sources d'inspiration dans l'écriture théâtrale. Thank you. So for me, I became interested in theater when I was in high school, and I was going to say it's by accident, but then I realize now that nothing is ever by accident. It was meant to be. And so I started off in theater, in acting, and then this was in the early 70s, and we're just being independent. And the British were leaving, and Fiji was this newly independent country. And so when I got involved in a small theater company, the British, as you know, are very good with theater. I was acting, but at the same time learning much about how theater works behind the scenes. And this proved to be much useful when the British had all gone and there were only locals. And for a long time, well, I think the only time, I seemed to be the only person working in theater in Fiji. And it's really a passion. And so from acting, I transitioned into writing. And I thought it was fascinating to write, because really for me was just to document what I saw around me. And my first play, called Just Another Day, is just that. It's just another day in the life of a family who wake up at 6 o'clock in the morning and go to bed in the evening. And when I wrote the play, I was very embarrassed. And I think this is one of the traits for some Pacific writers, and I speak for myself especially, when you have not gone to learn how to write. The writing is instinctive, and so I just wrote what I believed in. And so when I finished writing the play, I gave it to a few people. You know, they were very nice, and they said, "Oh, yes, it's really good." But I always felt that they weren't being honest. Until a very close friend of mine, and she's German, and I gave it to her, and she said, "This is a very depressing play. Really depressing." And I said, "That's it. She's right. The play is depressing." And it reflected exactly what I was trying to write about. But at that time, it was just recording. It was just recording. And much later, I realized that this recording of my community was very important. And so I see myself as a contemporary historian writing about society. And the only play that I learned in high school was by Peter Shaffer, the British playwright, called The Royal Hunt of the Sun. Brilliant play, loved it. And much later, I began to read many plays, and influenced by James Baldwin and Tennessee Williams. And unfortunately, I was never a great fan of Shakespeare. I just found him very difficult. Only much later, when I had to teach Shakespeare, then I began to appreciate his works. And only because I was an adult and I could do research into Shakespeare. So I'll stop there for the time being. Thank you. Thanks. Alors pour le théâtre, je suis comme Larry. Moi, j'ai joué en fait. Hein. J'ai commencé par jouer. J'ai vraiment pris du plaisir en étant comédienne. Et l'idée du théâtre, si je dois dire, il y a peut-être deux sources essentielles. John Mayer, ça c'est sûr, avec l'idée de la réécriture, de se réapproprier un patrimoine. Alors lui, quand il a écrit Te Manutane, ou quand il a fait il a réécrit Shakespeare d'ailleurs. Hein, il a fait une pièce sur, je crois que c'était Macbeth. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est et ça. du coup, voilà, j'aime bien l'idée de la réécriture et l'idée de se réapproprier un patrimoine et de jouer avec. Je crois que c'est ça qui me plaît. On m'a posé la question tout à l'heure de me dire, est-ce que vous n'avez pas peur que
pour, par exemple, Hina Maui et compagnie, on vous dit oui, mais c'est pas exactement la légende. Donc, pour les puristes, est-ce que ça peut être problématique? Je crois qu'au contraire, on fait vivre une culture en se réappropriant cette matière et puis en lui faisant subir des distorsions ou en jouant avec. Après, il y a une autre source aussi, qui celle-là vient du patrimoine plutôt franco-français, c'est Cocteau, la machine infernale, qui en fait se réapproprie un mythe grec et qui en fait quelque chose de complètement différent au XXe siècle. Voilà. Ce sont les deux sources. Oui, pour revenir sur cette réécriture, la nouveauté n'annule pas forcément ce qui a été fait avant, donc on peut garder les deux et choisir. Oui. Je pense que Valérie veut réagir. Je voudrais revenir sur le travail de John Mayer. Je pense que le théâtre polynésien s'inscrit dans le fait que nous sommes, je rejoindrai ce que Larry disait tantôt, c'est que nous sommes témoins de la perte de cohésion de notre société polynésienne suite au contact avec les Européens. Et il est vrai que lorsque John Mayer traduit Macbeth en tahitien, de Maruputoto, eh bien, il reflète, il retrace en fait l'histoire du Maro Ura. C'est-à-dire que le texte de base, en fait, est traduit dans le contexte polynésien. Voilà. Et c'est ce que je pense que les dramaturges polynésiens ont ce rôle de témoin. Parce que lorsque nous lisons La nuit des bouches bleues de Jean-Marc Pambrin, eh bien, c'est également ce reflet de la société polynésienne que les auteurs veulent transmettre de manière humoristique ou non, mais essayer de transmettre le message que nous avons de nous-mêmes, c'est-à-dire de nous-mêmes polynésiens. Le théâtre nous permet de parler de nous-mêmes, voilà, de ne pas parler des autres, mais de nous-mêmes, face aux différents changements que traverse la société polynésienne, ou fidjienne peut-être. Okay. Pour rester sur le fait de se raconter, de parler de nous, pourquoi spécialement le théâtre? Tous les trois, pourquoi le théâtre, justement, pour vous? Est-ce que c'est parce que vous avez plus de facilité à manier ce genre, ou qu'est-ce que le théâtre apporte de plus par rapport à un roman, par exemple, ou une nouvelle, ou tout autre genre littéraire? Pourquoi le théâtre? Okay, thank you. It's about community. Huh? I think this is what theatre, in my view, is. It brings people to a space. The novel is great, a short story, but it's removed. Whereas with theatre, the people are there. And I co-wrote a play in the Fijian language with a friend, and I directed the play. And what I noticed was when Fijians came to the theatre and listened and watched and listened to the play, it was in a language they clearly understood. It resonated with them. The issues were contemporary, but we also looked at ceremony, the importance of ceremony, the importance of traditional cultural heritage and tradition. And that was one of the challenges. But I think this is what, for me, is the beauty of theatre, is people come with certain expectations. They don't know what to expect. And they go away thinking. And for me, this is what theatre is about. I come to the theatre to be challenged in what I see. And there's a good theatre is a good play is when I leave the theatre thinking, what has just happened? What is it about? And I can be angry, or I can be happy, or I can be sad. And I think these emotions are really important. And for me, this is what theatre is.
Alors, l'écriture théâtrale, pour moi, c'est d'abord une création littéraire. Mais pour l'instant, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que nous ne sommes pas encore sortis de notre société. Un jour, peut-être, on arrivera à faire une création littéraire avec des thèmes en dehors du contexte communautaire. Parce que pour l'instant, nous sommes toujours attachés à notre AIA. C'est-à-dire, quand j'ai lu la pièce de théâtre de Larry, eh bien, c'est nous, enfin, c'est un reflet de ce que tous les Océaniens vivent. Beaucoup sont dans la pauvreté, beaucoup sont dans... Voilà, c'est une image, enfin, une vision sociologique que les auteurs ont des problèmes de leur communauté. Et il viendra un jour où la création littéraire certainement dépassera les problèmes sociétaux. Ouais. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc pour le moment, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas forcément... Enfin, on essaie de se rattacher à notre identité, mais on n'arrive plus du coup à s'en éloigner, forcément. Voilà, la thématique de ce salon porte sur le fénois. Et le fénois, pour nous, c'est d'abord notre AIA. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une relation intestine avec le fénois, non, c'est parce que le fénois, c'est la communauté, le fénois, c'est le village, le fénois, c'est la maisonnée, et c'est également la personne dans une collectivité. Et lorsque nous écrivons du théâtre, nous avons besoin d'avoir l'écho direct la réaction directe de l'auditeur, enfin, du spectateur. Voilà. C'est ce qui nous attire dans l'écriture théâtrale. Alors que dans un roman, la réaction du lecteur va se faire beaucoup plus tardivement que lorsqu'on a un auditoire face aux acteurs. Voilà. Et j'allais dire, puisque c'est vrai que le thème du fénois rentre particulièrement dans ton théâtre, puisque avec le partage de la terre, on est vraiment dans la thématique, de la thématique de la terre. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport au théâtre, par rapport à l'écriture théâtrale, je suis d'accord avec Larry sur la communauté. Voilà, c'est le fait de tous se retrouver en même temps. Et alors, pour le coup, en plus avec l'idée de la réécriture, il y a une base commune, et puis on réécrit et on s'amuse avec cette base commune. Et puis, il y a aussi l'idée dans des sociétés qui sont des sociétés de l'oralité. Je trouve que c'est un genre qui se prête particulièrement justement à promouvoir la culture locale. Quand tu vois tous les ans pour le Heiva, les Orero, quand on voit les performances d'acteurs qui sont incroyables et qui se reproduisent tous les ans, ça me fait mal au cœur quand j'arrive en cours et que quand je demande aux étudiants ce que c'est que le théâtre, ils me parlent de Molière, ils me parlent, que j'adore, je n'ai rien contre Molière, je lis Molière et Beaumarchais, et ça me plaît. Mais je regrette que du coup, ils pensent que c'est quelque chose qui est loin de leur culture. Et donc, je trouve que ce qui est intéressant par l'écriture théâtrale, c'est de renouer avec cette oralité et donc de pouvoir faire le pont avec la culture ancestrale. Vous êtes tous d'accord du coup avec ce côté de l'oralité et comment est-ce qu'on concilie les deux, donc notre culture de l'oralité et la culture théâtrale qui est importée, on va dire, qui a été importée chez nous? Comment est-ce qu'on concilie les deux? Elle n'est pas tellement importée. Encore une fois, le orero, c'est un peu du théâtre aussi. Oui, on a nos expressions théâtrales. Et comment concilier avec la culture importée on parle de Molière, par exemple. On parlait aussi de John Mayday qui, lui, a su concilier les deux un peu. Donc,
Vous, personnellement, comment on concilie les deux aussi? Oui, je pensais à une pièce de Henri Hiro qui avait traduit un texte contemporain français et qui s'intitule en tahitien Itai. Itai, donc c'est vraiment un thème contemporain qui n'a rien à voir avec le contexte polynésien. Et il a réussi le pari de le faire en tahitien. Je pense qu'il y a de la création littéraire, hein, mais on peut dire que la traduction orale a fait que eh bien, les auteurs se reconnaissent davantage dans le théâtre que dans le roman. Enfin, pour ceux qui écrivent du théâtre, ils se reconnaissent davantage dans l'oralité. Donc ils sont encore dans la tradition de l'oralité. Et par contre, n'empêche bien sûr qu'il faut pousser la création littéraire dans la culture de l'écrit. Voilà. Oui, enfin, ce que je comprends, c'est que du coup, l'oralité est plus accessible que le texte littéraire, du coup, enfin, et que c'est en ça que le théâtre est plus, on partage plus avec le théâtre. Parce que enfin, certaines personnes auront du mal justement à entrer dans le texte, mais quand elles vont le voir jouer ou interpréter, elles s'intéresseront plus à l'histoire qu'on veut raconter, c'est ça? En tous les cas, les Polynésiens, moi, je pense, pour les élèves que nous avons, ils sont plus accrocheurs aux textes théâtraux que si on leur demande de lire un roman de Balzac. Voilà. Parce que ils se reconnaissent dans cette traduction de l'oralité. Hein, et parce que le texte est dit, donc il est facilement mémorisé et facilement transposable. Voilà. Et je pense que c'est la tradition de l'oralité qui fait que le théâtre fonctionne mieux pour certains auteurs et d'autres sont plus portés vers des romans ou des nouvelles. Voilà. Bon, après, c'est le choix, je pense, c'est un choix d'écriture. Hein. Et pour l'instant, on est dans la pièce de théâtre, mais sans doute qu'on pourra peut-être écrire des romans plus tard. C'est un choix d'écriture. Voilà. Mais pour avoir produit personnellement une pièce de théâtre, je trouve qu'il faut être passionné. Il faut être passionné de théâtre pour écrire du théâtre. Ouais. Peut-être qu'un romancier, je ne sais pas, je ne peux pas me mettre à la place d'un romancier. Mais pour faire du théâtre, il faut être passionné d'abord du jeu de théâtre. Ouais. Et avoir un message à donner à l'auditoire. On attend toujours la réaction de l'auditoire. Hein. C'est ça qui fait la récompense de l'écriture théâtrale. Right, yes, there are many things running through my head. Just on the question of orality, but also of the import. You said this was imported, and you're right. It's here. You know, when we have our ceremonies, that's spectacle. Theater is about spectacle, and I talk from the context of Fiji. When we have a Yangona or Kava ceremony, it can go on for a whole hour. And there's an exchange of words. And this is where orality is really important. The orality in the sense of maintaining one's cultural heritage and tradition. For the most part, we're fortunate in Fiji, although that's also, like right around the Pacific, it's fading. But there is a resurgence to try and maintain this. So when we have the Yangona or Kava ceremony, orality plays a very important part because you need orators who know the lineage, who make the connections, and so when a visitor comes, they know what to say, they know how to context the situation. But when we come to orality, I mean, and this is where I grew up with my grandmother telling me stories. And the stories were mixed, and the very first story she told me, of course, was one about Sherlock Holmes. And so I found out later it was Sherlock Holmes. But she remembered the story, and she told me the story about the speckled band, the snake that comes out of the clock. But much later, though,
we hear of particularly grandparents telling stories to their grandchildren. And I was fortunate to grow up in a period of that. When we come to theatre, yes, it does make a difference to hear the words. However, it was interesting because speaking to teachers and to students in high school, they avoid drama. They avoid drama because drama is hard. It's much easier to do the novel and the short story, but not drama. So it's interesting in that context. Maintenant, j'aimerais vous entendre sur votre cheminement de l'écriture. Donc, comment vous écrivez, comment vous vient l'idée d'abord d'écrire une pièce de théâtre et à quoi vous pensez? Est-ce que vous imaginez déjà la mise en scène? Enfin, vous pouvez nous parler à travers quelques-unes de vos pièces. Voilà. Est-ce que vous imaginez déjà la mise en scène? Et comment et pourquoi faire passer ce message? Qu'est-ce qui est essentiel dans ces pièces-là, dans les pièces que vous faites? Okay, well, since I have the mic, yeah. Yeah, that's a good question. For me, it starts off with just an idea. I read something or somebody says something, and I'm sure my two colleagues feel the same. You know, you have a notebook. I have many notebooks of ideas that sometimes I use in a play. Sometimes it just sits there. An example was in the play Outcast. I read about an Indo-Fijian woman, and so for those of you who are not familiar with Fiji, we have the indigenous people and we also have the Indo-Fijians who came over 100 years ago to work as indentured laborers, but now of course they are fully fledged Fiji citizens. It's very interesting with the two cultures because the Indo-Fijian society cultures is very conservative. And so for them, for a young woman to give birth out of wedlock is sinful. They'd rather the child abort or they will disinherit the woman. And so I read this story about a young Indo-Fijian woman who became pregnant and her parents told her to go. She was disowned. And she had really nowhere to go. And that was all I read in the newspapers. And that was the genesis of my story of Outcast, of a young Indian girl, a teenager who becomes pregnant and leaves, is chased home, and Asha, and is gone. She goes to a squatter settlement and there befriends a prostitute. And so these bunch of outcasts who live in the squatter settlements, who are on the fringes of society, who are very poor, it's about their story. But also it's about embracing and accepting this young woman and her child. And so for me, yes, it's the idea usually is I read it or somebody tells me something and it sticks there. Sometimes it evolves, and I think most for me it's about that. It's just it starts from something very small, and it takes about a year or two before it gets into the written form. Yeah. Pour ma part, Matari, c'est une pièce de théâtre, une éloge à la langue tahitienne, ouais, au départ. Et donc c'est par rapport à Maui et Hina, voilà. Donc là c'est une légende entièrement recréée, une nouvelle légende recréée, voilà. Et donc dans la longue histoire de l'oralité de notre pays, voilà, j'ai voulu travailler sur les sonorités de la langue, sur la force orale de la langue, dans un genre épique. Alors que pour le partage de la terre, alors la terre, qui dit fénois, dit territoire. La terre, c'est un territoire. Et pour le cas du partage de la terre, le territoire, c'est la maisonnée du papa. Et le fénois,
en fait, c'est une intrigue intimiste, c'est une histoire de famille. C'est un moyen par lequel j'ai utilisé pour parler du manque de communication des parents et des générations, des enfants. La perte de communication, tous les malentendus qu'il y a, le père qui parle en tahitien et les enfants qui ne s'expriment qu'en français ou avec les deux langues, voilà, un peu la langue Tutai Auri. En fait, c'est un problème sociétal autour de la langue, de la terre. En fait, la terre n'est que prétexte aux différentes scènes de la pièce. La terre est le prétexte à tous les problèmes sous-jacents à cette histoire de famille. C'est une histoire très intimiste, mais qui peut être reportée à un niveau plus large. En restant sur cette pièce, comment les personnages ils émergent dans ton esprit et quelles idées tu as pour les mettre en texte et même en scène, par exemple? Alors, il y a pratiquement il y a moins de 5 personnages et qui restent toujours à un même endroit. Et donc le travail se fait sur les différents passages, soit des dialogues, soit des monologues, soit une mise en avant des indications scéniques, plus de mouvements alors. Voilà. Le but est de faire parler, parce que le théâtre, c'est le texte qui est dit, mais le but aussi, c'est de montrer le non-dit, ce qui n'est pas visible, mais ce que tout le monde comprend. C'est-à-dire que mon travail était aussi de montrer l'implicite, le problème sociétal, mais que le spectateur lui-même va interpréter. Voilà. Oui, je voulais dire un mot justement sur cette pièce. Hein. C'est vrai qu'on est vraiment dans un univers, on est dans l'intime, hein, on est vraiment dans la maisonnée. Et moi, ce père, il me fait mal au cœur à chaque fois parce qu'effectivement, hein, il est le seul. On a l'impression qu'il est incompris, qu'il n'est pas respecté. Et du coup, et c'est vrai que c'est une pièce qui laisse émerger comme ça par bulles différentes problématiques. Et c'est vraiment une pièce que j'aime bien. Et je trouve on continue de la découvrir en la relisant. Pour répondre à la question de l'écriture, alors moi j'ai pas une longue expérience de l'écriture théâtrale, hein, j'ai écrit que 2 pièces, mais je vois la représentation. En fait, j'ai tout de suite dans l'idée que finalement le texte c'est comme un livret à partir duquel on va pouvoir faire une représentation. L'unique raison pour laquelle j'écris, c'est la représentation. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que les deux avaient finalement une vie un peu autonome. Il y a le texte d'un côté qui est publié, et j'ai de la chance, et puis la représentation qui se fait en fonction des gens que j'ai en face de moi, en fonction des comédiens qui viennent. Parfois, il y a écrit que ça serait un danseur, et ben c'est une danseuse. À la fin de Hinamaui, c'est un petit garçon, et puis finalement, c'est Poehei qui a fait un orero sublime à la fin, et donc qui est une petite fille. Et donc, j'aime bien aussi voir les personnes que j'ai en face de moi et faire avec les personnes qui sont en face de moi. Et du coup, je ne m'interdis pas de carrément changer des parties du texte qui a été écrit. De la même façon que là, pour Omae Omae, j'ai la chance d'avoir un comédien exceptionnel, puisque je vous signale que voilà, Rehia, qui nous interviewe ici, donc joue dans ma pièce et fait une performance d'acteur extraordinaire, puisqu'il est sur tous les tableaux. Et qu'en plus il écrit des pièces de théâtre, il a écrit une pièce de théâtre, donc voilà, on a, la relève est là et donc on peut se réjouir de ça. Merci. Mais j'ai perdu mes mots maintenant.
Ah oui, le fait de se projeter justement dans cette mise en scène, est-ce que c'est pas là que commence la limite du théâtre? Parce qu'on se met à imaginer une mise en scène et donc parfois on va baisser nos exigences. Par exemple, se dire ah bah j'aurai pas beaucoup de moyens pour monter cette pièce, donc peut-être que je vais mettre un seul lieu au lieu de plusieurs. Est-ce que je vais réduire le nombre de personnages? Est-ce que, par exemple, si on travaille avec des enfants, est-ce qu'on va adapter le texte parce que les enfants, ils apprennent moins vite, par exemple, que les adultes. Enfin, voilà, toutes ces spécificités de la mise en scène. Est-ce que, du coup, ça vous a beaucoup impacté dans l'écriture de vos pièces? Alors, disons que c'est une contrainte. Ça fait partie. C'est que le théâtre, le fait d'être sur un seul lieu, de toute façon, c'est une contrainte. Hein. On s'en rend compte. Moi, quand avec mes étudiants de 3e année, je leur fais écrire du théâtre et ils me disent alors le lendemain, et puis alors les deux personnages marchent, et puis ils vont tout en haut sur une montagne. Ils ont oublié que c'était une pièce de théâtre et qu'ils ne pouvaient pas. Du coup, c'est tout le sens de l'écriture théâtrale, c'est cette contrainte. C'est la contrainte spatiale. Donc je dirais c'est juste une façon de s'adapter plutôt que de réduire. L'idée, c'est de faire faire travailler son imagination, et puis quand on peut pour imaginer les choses. C'est plus dans ce sens-là que je le vois. I'm fortunate in that I direct most of my own plays. And simply because, for practical reasons, there's nobody to direct. So I have to direct it myself. And a lot of it is trial and error. I read a lot. And yeah, I think it's part of it is just one's creativity, one's imagination. And again, there are the constraints of for me in Fiji, working in theater, where there is just no support at all. For me, I've been very fortunate that I've had a job or jobs that's paid the bills, and I've been able to have my passion, which is in the theater and writing. If I had to live on theater, I'd be living in a squatter settlement myself, because I could never afford. So I've been very lucky, been very, very fortunate. And, sorry? Yeah, I think it's for a lot of people, particularly here in the Pacific. So you do it because it's a passion. And fortunately for me, yes, in directing, and every new play is like Theatre 101, because I work with actors, many actors who have no experience in acting. And so I have to go through just giving them the first few rehearsals, the basic of acting for the stage. And I think that there's a natural ability in Pacific Islanders in performance. There is that. But I always cringe when people say, oh, we are so talented. Yeah, of course, we're very talented. But with talent has to be honed. You have to cultivate the talent, the skill. And once you do that, then you have it. But unfortunately for me, as soon as they finish a play, they move on, and I start all over again. But it's fun. Oui, pour l'écriture théâtrale est complètement différente de la mise en scène. Moi, je voulais partager pour le Matari. J'ai demandé à John Murray de nous aider dans la mise en scène. Bon, il a décliné notre demande, mais donc j'ai demandé à un collègue qui est professeur de lettres, qui était fan de théâtre, et il a bien voulu prendre ce défi. Et il m'a demandé de traduire entièrement le texte en français. Et donc c'est un Pop A qui a fait la mise en scène de Matari. Et
parfois, les oreros, certains acteurs refusaient d'être dirigés par un popa. C'était très intéressant de voir que bon, parce que les Polynésiens, eux, ils sont oreros, ils connaissent, ils savent, ils connaissent la mise en scène, enfin ils savent jouer. Sauf qu'il y a une manière de mettre en scène le théâtre. Ce n'est pas la même manière, la même démarche peut-être qu'en Océanie, en Polynésie. Nous avons une façon de déclamer, mais il y a des règles intrinsèques au théâtre. Donc la mise en scène, il faut qu'elle soit faite par un metteur en scène et qu'il n'y ait pas plusieurs metteurs en scène sur scène. Voilà. Et nous, on a du mal à se discipliner. Donc, à plusieurs reprises, j'ai dû calmer certains acteurs. D'ailleurs, il y en a un qui, fâché, a dû arrêter complètement. Il a dit, voilà, tu préfères prendre les conseils de ce papa, et si c'est comme ça, moi, je te mets au pied du mur. Si tu refuses, si tu n'acceptes pas ma façon de déclamer, j'ai dit non, on a un chef. Moi, j'écris et il y a un metteur en scène et on le respecte. Donc, il a dit, bon, c'est lui ou c'est moi, et il est parti. Donc, c'est vrai qu'il y a une certaine discipline à avoir quand on joue du théâtre. Il y a l'écriture, mais il y a le jeu théâtral. Et il y a cette discipline à avoir quand on joue du théâtre. Il y a la mémorisation, mais il y a aussi le respect de la mise en scène. Voilà. Et à chaque metteur en scène, sa démarche, sa vision de l'écriture théâtrale, et on doit la respecter. Ce qui est un peu difficile pour nous, Océaniens, c'est la discipline. Et la mémorisation du texte également. Ouais. Alors, il faut trouver des astuces pour mémoriser, parce que nous, on a le jeu dans la peau, mais on manque parfois de discipline dans la mémorisation. On met la seconde partie du texte au début. C'est pas grave. Si, c'est grave parce que c'est du sens également. Hein? Voilà. Et encore, ouais. Et voilà, ça devient un art dramatique parce qu'il y a une discipline des artistes. Ouais. Voilà. C'est marrant parce que ce que tu me racontes là, ça me fait penser à une comédienne du pays qui Maro. Et c'est exactement ça. Souvent pour Pinay, on en est venu à l'appeler l'entremetteuse en scène. Elle est comédienne, mais il y aura toujours une mise en scène, mais elle va vouloir mettre son grain de sable. Mais du coup, j'ai reconnu Maro là-dedans, que j'embrasse très fort d'ailleurs. Merci pour ces échanges, et maintenant on va demander au public si vous avez quelques questions, quelques réactions. Voilà. Quelques réactions à échanger. Merci pour la participation. Je voulais poser une question de dramaturgie. Bon, je n'ai pas encore vu la pièce, je vais y aller. Est-ce qu'on pourrait refaire la même pièce, mais au siècle des Lumières, avec tous les costumes, le décor et compagnie? Bon, j'adore les costumes. Ça va être compliqué parce que du côté français, c'est complexe. Chez nous, ce sera juste le linceul blanc de Romaille. Mais la question va être sur la lumière, le siècle des Lumières. Le paradoxe des Lumières, c'est l'esclavage en Occident. Chez nous, en esclave, c'est Romaille, si on peut dire. Quelle est la lumière qui va plus éclairer? Celle de l'indigène en blanc ou celle des blancs sceptiques et douteux de tout, qui disent des conneries souvent sur les indigènes? Ça, c'est intéressant. Au niveau lumière, ça va être compliqué parce qu'il faut des résonances de luminosité, du noir et blanc dans les nuances, et puis terminer sur du multicolore. Alors, merci pour la question. C'est pour Omae Omae, hein? Alors, juste derrière, vous avez la costumière décoratrice, donc, qui a fait un travail magnifique justement pour les costumes, puisqu'elle a retracé vraiment les costumes. Il y a une partie du XVIIIe siècle, hein, justement. Merci pour la question, parce que l'idée, c'est justement de se placer
à Tahiti au XXIe siècle avec notre façon de voir les choses. Et puis il y a des incursions à la cour d'Angleterre au XVIIIe siècle sur le thème « Le sauvage n'est pas celui qu'on croit ». Et donc du coup, voilà, ces changements spatio-temporels nous permettent d'éclairer des choses différentes en fonction des époques. Merci pour vos interventions. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on a une formation des acteurs en Polynésie française? Est-ce qu'on a une formation des directeurs de théâtre? Est-ce qu'on a une formation des éclairagistes, des scénographes, des choses comme ça? Vous êtes en face de quelqu'un qui a travaillé 30 ans dans le théâtre en Europe, c'est-à-dire avec des grands metteurs en scène différentes. Et puis, pour moi, juste pour l'écriture des textes, c'est qu'un texte, pourquoi on peut jouer Shakespeare aujourd'hui? Parce que le texte qui est écrit au XVIIe siècle fonctionne parce qu'il adresse certaines universalités. On trouve dans tous les pays du monde. J'ai travaillé par exemple avec Peter Brook. Peter Brook, c'est quelqu'un qui pouvait faire un spectacle ici avec nous maintenant. On pouvait jouer Shakespeare, on n'a besoin de rien. Shakespeare a utilisé juste un poteau, on disait arbre. C'est tout. On n'a besoin de rien pour le théâtre. Et ça, c'est la force du théâtre. Et moi, je crois vraiment, ici, il y a toute une forme d'art à développer, adresser plein des différents niveaux. Je parlais avec Larry. Par exemple, à Vanuatu, vous avez un groupe qui s'appelle One Small Bag. C'est-à-dire, c'est un groupe de théâtre qui a fait des tournées dans les villages il y avait des conflits dans le village, des problèmes de sida, des choses comme ça. C'est-à-dire, le théâtre, c'est à mon avis, le meilleur moyen d'adresser toutes les problématiques sociétales et tout, parce que vous avez finalement besoin de rien. Nous, tous, on pouvait tout de suite faire une mise en scène d'une pièce de théâtre, tout de suite. Parce que maintenant, on ne fait rien d'autre. Toute votre intervention et tout ça, et tous les spectateurs, c'est exactement qu'est-ce que c'est la mise en scène d'une pièce. Merci. Oui, merci pour la question. C'est vachement intéressant parce que ça répond à la question de tout à l'heure sur les moyens. Effectivement, un poteau sur lequel on écrit arbre et puis et le décor est posé. Hein. Je pense aussi à certaines représentations de Racine dans lesquelles il n'y avait absolument rien. Il n'y avait que la performance d'acteurs qui faisait qu'on était scotché pendant 1h30. Mais pour le théâtre, oui, c'est une bonne question. Moi, je m'occupe de l'atelier théâtre dans la filière lettres et arts à l'université. Mais il n'y a pas de formation qui soit diplômante. Je parle sous la surveillance de Rehia, qui lui a dû partir pour 3 ans pour faire une formation de comédien en France. Oui, c'est dur. Mais bon, le résultat est là. Mais c'est vrai que, étant donné qu'il n'y a pas de formation diplômante, donc ceux j'ai dans mes comédiens, il y en a qui sont passionnés de théâtre, mais on est obligé, comme pour la mise en scène, comme pour l'écriture théâtrale, on est obligé de faire autre chose à côté. Hein. Donc c'est vrai que ça serait bien, ça serait vraiment quelque chose qu'il faudrait penser. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a une filière théâtre à Gauguin. Et je crois qu'ils en sont à leur troisième année. Mais il me semble que c'est la seule formation académique ici, en tout cas, hein, pour le moment, qui commence à se faire. Donc à Gauguin. Non, c'est complètement une filière maintenant. C'est S2TMD. S2TMD, donc sciences, technologies, du théâtre, de la danse et de la musique, c'est ça? Ouais. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, on n'a que ça pour le moment. Mais ça commence à se... Si, au conservatoire, il y a des cours. Oui, au conservatoire, en fait, c'est ça, cette filière. Elle met en relation Gauguin et le conservatoire, donc ils travaillent ensemble. Mais oui, c'est vrai qu'après, les moyens mis au service du théâtre, ils sont encore moindres aujourd'hui. Alors qu'il y a beaucoup de talent, il y aurait vraiment de quoi faire. Oui, il faut cultiver.
une formation Bien. en Fidji? Is there Il y a une formation en Fidji. I really don't. I don't have an answer because we don't have anything. So it's very straightforward. We don't have anything. We do it because I happen to have a passion and I'm the only person at the moment doing theatre. That's it. Moi, j'ai une question qui appelait une réponse, j'imagine, qui rebondit un petit peu sur ce que disait Valérie sur les histoires communes entre les dramaturges océaniens. Et c'est une question qui s'adresse à Larry, puisqu'il y a quelques années, Larry nous avait fait l'honneur de venir au Salon du Livre déjà, c'était juste à Tuatha derrière, et la pièce Outcast avait été interprétée devant l'auteur. Il me semble que c'était une classe de théâtre de Taoné. Elle s'appelle Les Exclus en français, c'est celle qui est traduite dans l'anthologie. Et donc au niveau de l'émotion, je voulais savoir, Larry, toi qui as écrit cette pièce, dans un univers fidjien, indo-fidjien, qu'est-ce que ça t'avait fait de l'avoir joué par des gens d'ici? Et là, je rebondis sur ce que disait Valérie, c'est des problèmes sociétaux qu'on vit pareil ici. Et donc, avec la langue qui a changé, dans quelle mesure cet acte, cette mise en scène t'a touché ou pas? Thank you, Christian. Okay, it was a long time ago. I think the emotion was just one of excitement. I think there's nothing more excitement for a playwright to see his or her play performed, but especially in another language. And it sounded very strange because I've only heard it in English. And then to hear it spoken in another language, I mean, it was beautiful. It was such a novelty, you know. And I think this is where knowing the language is so important, because yes, I know the play, I know the character, I know what they're saying, but they're saying it in a language that I wish I could speak. I think it was just one of joy, I think, at that time. And similarly, in New Caledonia, they performed the whole play. And I went, and again, the same emotion. I just sat there a little stunned because it was just quite an amazing experience to have that. One of my plays was translated into Arabic and was performed in the West Bank by the Palestinian Workers' Union. And for me, that was an amazing experience. To have a play from Fiji performed in Palestine, and it was only two characters, it was a husband and a wife. And so, of course, the person translating and the friend of mine said, oh, listen, the themes are universal, a husband and wife arguing. So, you know, it's all about that and not remembering one's anniversary. So I wish I had seen that too, but I think the same would have been the excitement of seeing one's play performed in a different language, and that in itself is so edifying. Thank you. Et je pense qu'on va finir là-dessus. J'aimerais des applaudissements pour tous les intervenants, s'il vous plaît. Avec la thématique qu'il y a eu, c'était écriture théâtrale et théâtre en Océanie. Merci à tous d'avoir pris le temps de parler de tout ça. Et du coup, la prochaine programmation, ça va être littérature et territoire avec Larry Thomas, Yann Lepoux, Marin Ledin,